Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La chair et le sang. Par François Mauriac. Chapitre 1. Claude Favreau, après qu'il a interrogé les porteurs, découvre enfin la voie, en dehors du hall, où le train omnibus aligne de vieux wagons, se gare avec un air abandonné. Claude aurait dû choisir l'express du soir qui n'a besoin que de 3/4 d'heure pour atteindre Toulaine. Mais le jeune garçon a mieux aimé ce petit train d'après-déjeuner, qui le long de la Garonne, rampe, s'attarde à chaque gare, et dont on dirait que la chaleur ralentit la marche, l'oblige à se traîner au milieu des vergers et des vignes accablées. Aux haltes indéfinies, on entend, à travers la cloison du compartiment, des conversations patoises. Le chef de gare approche le sifflet de ses lèvres, avec importance, parce que c'est l'acte essentiel de sa journée. Claude aime ces heures vagues, où rien ne le détourne de penser à soi. Il n'en finit pas, il n'en finira jamais de mettre dans son cœur de l'ordre. Quelle confusion en lui, à cette minute, où pour toujours, il quitte le séminaire. Il songe qu'il ne perdra plus ce goût de reploiement, cette manie d'examiner sa conscience, ce don de transformer en cellule, en oratoire, le wagon de 3e classe où il rêve seul. Celui est presque une volupté, qu'avec impatience il appelle, alors que sur le quai du départ, le volubile abbé de Floirac le retient. Selon le vœu de ses maîtres, Claude a quitté le séminaire sans avertir aucun camarade sauf celui-ci, son ami officiel. Quand il a fallu décider qui raccompagnerait à la gare, Claude, en même temps que monsieur le supérieur, prononça le nom de Floirac, mais le jeune homme sait bien que cet abbé est le seul qu'il ne regrette pas, et qu'il se fut plus ému de dire adieu sur ce quai, au gros parmentier, le dernier de sa classe, qu'il entretenait de chasse à la palombe, d'histoires de chiens d'arrêt et de bécasses. Immobile sur l'asphalte souillé, monsieur de Floirac ne souffre point de la température. Des livres déforment les poches de sa soutane, où au long des boutons, des taches s'égrènent. Il parle à Claude, comme naguère aux promenades, du père Tirel et de l'abbé Loisy. Sait-il que dans 6 minutes, ce train emportera pour toujours le seul de ses camarades, préoccupé des problèmes qui l'obsèdent? Peut-être se connaît-il malhabile à rien exprimer de ses sentiments, et, avec le résumé d'un article du dernier fascicule de la revue d'apologétique, il comble les silences. Le train se détache. Claude, un instant, imagine le retour solitaire de son ami. Floirac se consolera avec des excès de métaphysique, se dit-il. Déjà le train s'arrête devant une gare de banlieue, mais repart à l'instant. Le voyageur attribue à une volonté particulière de la Providence cette solitude qui lui est départie. Personne, en haine du soleil, ne lui confisquera sa journée de juillet avec un store bleu. Claude amoureusement accepte la chaleur. Voici une propriété où 3 marronniers ne forment qu'une sphère dense de feuilles. À chaque trajet, il reconnaît et salue ses frères immobiles, en songeant que jamais ses mains ne se rafraîchiront contre leur écorce lisse. Déjà les coteaux se soulèvent, la plaine garonnaise se gonfle, aspire l'air brûlant. Au-delà du paysage reconnu, Claude considère la vie qu'il abandonne. Il n'ira plus dès l'aube, vers la chapelle, avec des versets de psaumes sur les lèvres. Ses directeurs exigent qu'il renonce au sacerdoce, mais ses directeurs, toujours, ce fut lui qui les dirigea. Il les a aiguillés vers la décision souhaitée, non qu'il y ait eu chez Claude une crise de la foi, ni que monsieur de Floirac lui eût communiqué sa fièvre touchant l'auteur du Pentateuque, ou celui du 4e évangile. Seulement, vers sa 18e année, il avait connu son propre cœur, ses puissances redoutables. Si les hypothèses de monsieur de Floirac sur l'interpolation du verset tuait Pétrus le laissaient froid, les vers de Lamartine et de Hugo dans les morceaux choisis par l'abbé Ragon, ruisselaient en lui comme un torrent de délices. Une seule journée à la campagne, dans l'herbe juteuse et foulée, dangereusement, l'alanguissait pour une semaine. Dès cette époque, déjà clairvoyant, il avertissait monsieur Garros, son directeur. Le temps n'est plus, lui disait-il, de ces abbés romantiques, aimés du père Lacordaire ou du père Gratry,
cœur résigné d'avance à tous les sacrifices mais non à celui de n'être plus aimé, et qui mord le plus souvent poitrinaire au seuil même de l'adolescence, nous ont légué de trop fiévreuses prières. Je craindrais de devenir un René du sacerdoce, dans un temps où, vicaire de banlieue, il faut se livrer en pâture à des patronages, des syndicats. Ce fut au régiment que Claude vit clair en lui, connut qu'il devait renoncer à toute sublime vocation. Monsieur Garros l'avait mis en garde contre la grossièreté de ses camarades, lui avait prédit un martyre de 24 mois. Or, Claude n'en avait pas souffert. Fils du maître valet de ce domaine de Lure où il rentrait aujourd'hui, le jeune homme s'était avoué que les plus lourdes farces en lui trouvaient un écho. D'abord, il avait dû se surveiller pour ne point rire de certaines indécences. Au long des randonnées de nuit, les refrains chantés sur des airs liturgiques sans doute le désolèrent. Mais bien vite, aucune obscénité ne le détourna de marcher le visage levé vers les étoiles. Et j'avoue, se disait-il, que le soir, autour d'un litre et le dos au poil, j'éprouvais une joie animale, une gaieté énorme, et qui ne différait guère de la joie des autres. Toutes les puissances de ma jeunesse, ma chair et mon sang se soulevaient en moi, détruisant mes attitudes cléricales. Mes lectures ne servirent qu'à me rendre lucide, j'assistais, grâce à elles, clairvoyant et intéressé à cette émeute de mes forces d'en bas. Souvent le dimanche, il avait amené à Lure des camarades. Il se rappela dans la cuisine maternelle, autour de la table où les vers avaient laissé des ronds, ces après-midi de vin blanc avec son père et le bouvier Abel. L'appel aux vêpres battait doucement et vainement dans la lumière, et Claude n'avait pas la force de s'arracher à cet abrutissement derrière les volets mi-clos. Cadojac, Podensac, Barsac, Prégnac, les villages girondins s'égrènent au long du fleuve. Leurs petites gares pareilles vibrent dans la chaleur et lorsque le train s'en éloigne, un drôle aux pieds nus le regarde, la main à la hauteur des sourcils. Claude emplit ses yeux de vignes soufrées, de murs croulants, de routes blêmes et tigrées. Il tire de sa poche la petite glace ronde, achetée aux grandes manœuvres, et arrange le nœud en ficelle de sa cravate groseille. Devant son visage désormais séculier, il éprouve une joie ivre d'oiseau lâché la même qu'au régiment. Il connut à ses premiers dimanches de sortie. Ah, qu'il avait souffert de ce reniement, de son plaisir à n'être plus reconnu pour un de ceux qui étaient aussi avec cet homme. Honteuse joie de s'attabler dans une auberge au milieu des servantes et des soldats, sans que personne en lui ne discernât le signe de ceux qui suivent le Galiléen. Désormais, à cette joie comme il s'adonne. Au rythme du wagon, il chante des paroles folles sur un air du Joseph de Méhul. Monsieur Garros avait mis du temps à comprendre ces raisons de Claude, que d'abord il jugea saugrenu. Il ne se résignait pas à perdre ce garçon, si vivant qu'autour de lui, les autres jeunes clercs paraissaient mornes. Il avait voulu le garder une année encore après son temps de service, et Claude se rappelle ces mois perdus à d'inutiles disputes. Dans la fumée de sa cigarette, il évoque Monsieur Garros, ce visage charnu où les yeux tiennent le moins possible de place, et en dépit des plus tristes conjonctures n'arrive pas à n'être pas malin. De même, son informe bouche ne sait pas ne pas sourire. À ses yeux, à cette bouche, Monsieur Garros est redevable de cette réputation de finesse qu'il soutient d'ailleurs avec des histoires d'un effet sûr. Ce placier d'anecdotes, ce commis voyageur en drôlerie cléricale, a tout de même le goût pieux des âmes, mais qu'il les manie avec de gros doigts. Claude se remémore le dernier assaut qu'hier encore il dut subir, et pour son plaisir, en arrange le dialogue, se donne à lui-même cette comédie. Mon enfant, je sais votre désir de rentrer chez votre père, et de ne point vous servir du don d'intelligence que Dieu vous a départi. Je ne puis pourtant vous céler que Monsieur le Supérieur a reçu une proposition vous concernant, dont les avantages sont considérables. Sans doute, monsieur, s'agit-il d'un préceptorat? Oui, mon enfant. Si vous m'aimez, je vous supplie de ne pas insister, n'espérez pas que j'entre jamais dans les bagages d'une famille. Je sais que la mort de Monsieur le Marquis de Lure
qui m'employait pendant les vacances à classer sa bibliothèque, ne me laisse d'autres ressources que de travailler au potager, mais j'y suis excellent, et peut-être l'acquéreur de Lure voudra-t-il me rendre à mes chers bouquins. Mais selon M. Garros, il n'y fallait pas compter. Le nouveau propriétaire, Berthier Dupont-Gunther, de la maison Dupont-Gunther et Castagnède, était un marchand plein d'arrogance et qui n'avait pas son pareil pour la grossièreté, sur la place de Bordeaux. Il ajoutait à tous ses vices, celui d'appartenir à la religion prétendue réformée. Bien qu'il ait épousé une demoiselle Casadessus, d'une vieille famille catholique de la paroisse Saint-Michel, avait ajouté M. Garros, ses 2 enfants furent élevés dans l'hérésie. On dit même que sa femme est morte de douleur et de remords. Mais Claude ne redoutait pas ce monstre, retenu par ses affaires à Bordeaux, et qui n'habiterait Lure que les dimanches d'été. M. Garros se rabattit sur de plus lourds arguments. Vous souffrirez, Claude, vous serez à chaque instant choqué, froissé. Le jeune garçon sourit de la théâtrale réponse dont il regrette aujourd'hui d'avoir affligé M. Garros. Je ne rougis pas de mes parents. Il regarde sur son pantalon de coutil, ses mains énormes et rouges le train, entre Prégnac et Toulaine s'emballe, se croit l'Express, et Claude se rappelle une semaine de Pâques vécue à Floirac, chez son ami, qu'il avait souffert. À table, l'emploi de chaque fourchette devenait un problème à résoudre immédiatement sous le regard attentif des jeunes filles prêtes à pouffer. Ah certes, il souffrirait moins dans la cuisine maternelle. D'ailleurs, il comptait bien retrouver la bibliothèque et ses souleries de lecture, d'imagination et de songe. Enfin l'église toujours serait ouverte, si douce, le soir, et où jamais en vain Claude n'apporta un cœur blessé. S'avoue-t-il cet arrière-espoir que sa retraite à Lure lui sera une attente? Doute-t-il que sur cette colline, la vie vienne le chercher? L'oreille tendue, vers il ne sait quel appel. Claude veut demeurer là disponible, il ne redoute pas ses parents, ils ne parleront guère ensemble, n'ayant rien à se dire, séparés, mais unis par leurs racines, comme les chênes de Lure. Claude comptait qu'à l'arrivée de ce train omnibus, la gare de Toulaine serait déserte. Et d'abord, sur la place rongée de soleil, où les mouches dansent, il ne voit en effet que la carriole de son père, qui occupe toute l'ombre sphérique d'un acacia boule. La jument mignonne agite contre l'étang ses oreilles et sa queue de mulet. Il aperçoit la coiffe noire et le dos de sa mère immobile. Son père, sans col, l'estomac et le ventre hors du pantalon, prend Claude par ses épaules et fait claquer 2 bises sur ses joues. Il va chercher lui-même la malle noire pareille à celle d'un domestique et la porte à la main ainsi qu'une valise. Maria Favreau ne fait guère fête à son fils. Elle se résigne moins que son mari à n'être plus la mère d'un monsieur prêtre, chez qui on finit économiquement ses jours, entourée de vénération. Elle ne doute pas qu'il y ait en tout ceci une histoire de jupon. Elle s'est entendue avec Favreau, pour ne pas brusquer le petit, et lui laisser le temps de la réflexion. Mais vers l'automne, ils espèrent le décider à ne pas perdre le profit de tout ce qu'il a lu dans les livres, à devenir un monsieur. Claude, assis sur la banquette de derrière, tourne le dos à ses parents. La route sort de la voiture comme un maître enroulé de sa petite boîte. Devant chaque porte de Toulaine, un tas de poussiéreuses immondices attire les mouches. Des femmes en jupons et mal peignées paraissent au seuil des corridors voilés de lambeaux d'étoffe. Le pont suspendu tremble sur la Garonne fauve, où toujours à la même place, des enfants nus s'ébattent. Maintenant, Mignonne va d'une allure plus lente, car la route monte, on peut causer. Dominique Favreau n'est guère parleur. Il est au monde un vignoble, 6 hommes, 2 femmes et 4 bœufs sur lesquels il a autorité, et qu'il commande du ton d'un chef qui se souvient de son temps d'adjudant. Il se tient devant M. Gunther, la main à la couture du pantalon. Sa raideur militaire lui permet de ne pas broncher même avec 3 litres de vin blanc dans l'estomac. L'œil droit où jadis il reçut un plomb est toujours fermé, pourrait-il au besoin s'en servir? Mais l'autre œil, sans cils ni sourcils, petite goutte vitrifiée, voit tout ce qui se passe à Lure. Claude profite de la montée pour interroger son père sur les nouveaux maîtres. Il n'obtient rien que ceci.
Pour un homme dur, c'est un homme dur. Il n'a pas peur de l'ouvrier, avec lui, il faut que ça marche, un sou est un sou. Claude n'a rien à espérer de sa mère, qui ne parle guère plus. Un foulard noir cache ses cheveux. Elle ressemble à ces religieuses de qui la coiffe empêche que l'on devine l'âge. Sa figure étroite, fermée, exprime un parti pris de silence, de claustration. Elle vit dans le souvenir de ses 2 fils aînés morts à 7 et 9 ans. L'existence paysanne de travail et de solitude ne saurait lui dispenser l'oubli. Pendant des années, Maria Favreau a vécu d'une seule idée, avoir un caveau, une concession à perpétuité où mettre les 2 cercueils. Pourtant, la fosse commune est ici inconnue. Mais ces cercueils, pour cette mère, contiennent tout ce qui reste de ses fils. Bien qu'elle récite son chapelet et parle du bon Dieu, elle croit qu'ils sont dans la terre et non ailleurs. Pour soulager Mignonne, Claude descend de la voiture et, regardant le couple dont il est né qui se découpe en noir sur le ciel, il se dit, sans aucune pensée de moquerie, « Il est arbre, elle est volaille. » Un souffle chaud qui ferait croire à l'orage, enveloppe 3 peupliers frémissants. Au bas du coteau, Saint-Macaire déjà sans ténèbres autour du vaisseau roman de l'église, ancré depuis des siècles, dans les saules du fleuve. Les cloches de Viridis, devant Claude qui marche les bras écartés, la tête un peu levée, projettent son enfance qui s'éveillait et souffrait surtout le soir. Elle est en lui vivante, inépuisable et tout à l'heure. L'odeur de la cuisine, le froid des carreaux de sa chambre à ses pieds nus, et plus tard encore le battement de l'horloge et le ronflement de son père emplissant la maison endormie, feront affleurer de son enfance d'autres régions submergées. Les grands arbres de Lure retiennent entre leurs troncs la mourante et oblique lumière. Claude se dit qu'ils retiennent aussi les jours inconnus de sa vie. Ce qui, de toute éternité, l'attend ici une douleur, une joie sans nom, dans les cimes agitées des vieux chênes, lui font signe. Il voit confusément que le calme de cette fin d'après-midi, ces bœufs accablés qui rentrent une dernière charge de sulfate, tous les symboles de la sérénité, le trompe peut-être et que son heure est proche. La lampe pigeon se reflète sur la toile cirée, déchirée par le petit couteau d'enfant de Claude. Le bouvier Abel et sa femme Fourtille, invités en son honneur, sont immobiles devant les assiettes creuses. Maria les emplit jusqu'au bord d'une soupe brûlante, épicée, parfumée d'ail, nourrie de couenne. Les moustaches d'Abel ruissellent, il a 25 ans, peut-être 40, qu'il est sérieux devant la nourriture. Mais sa face exprime soudain une convoitise plus forte. Il annonce qu'il va faire chabrot, et dans ce qui reste de soupe, verse le vin sanglant ou le bouillon élargi des yeux de graisse. Puis, élevant l'assiette entre ses mains, il y ensevelit un mufle hirsute. Chacun écoute la nourriture envahir ce corps puissant autour duquel flotte l'odeur du bétail, de la sueur, de la terre, du revers d'un bras noir de poils. Il essuie sa bouche et devient grave, attendant le petit salé. Claude, assoupi dans l'ivresse du vin blanc et des souvenirs, s'éveille pour écouler Fourtille, parler des nouveaux maîtres. Monsieur Dupont-Gunther lui apparaît tel qu'un monstre. Il a fait mourir sa femme de chagrin, sa fille Mademoiselle Meille et Fierotte. Quant à son fils Édouard, on ne l'a pas encore aperçu, tout ce monde doit passer ici le mois de juillet. Une gouvernante arrive demain pour préparer le château. Claude ne s'inquiète guère de ces gens dont il espère n'être pas connu. Abel et Favreau ont allumé leurs pipes. Une brume noie les jambons pendus aux solives, les pots de confit sur les étagères. Les calendriers réclament qu'aiment les mouches, les diplômes de certificat d'études, les cachets de première communion. Maria range les assiettes et les plats qu'elle a nettoyés. Seule Fourtille continue de parler, s'étonne que Claude n'essaye pas de gagner sa vie dans les écritures, de s'habiller avec une jaquette et de coiffer un chapeau melon. Favreau ne veut pas aborder ce sujet et dit à Abel : « Tu as vu sur le journal qu'un savant de Bordeaux a inventé une nouvelle maladie de la vigne ? » Maria s'est assise sur la chaise basse et maintenant tricote, le buste droit. Un souffle entré par la porte ouverte fait vaciller la lampe. Sur la table, des papillons nocturnes titubent. « Je vais prendre l'air, » dit Claude. Une nuit épaisse, sans lune, ne laisse rien voir que les lueurs de Toulaine.
le serpent de feu lent d'un train sur le viaduc. La vibration des grillons est si soutenue qu'on ne l'entend plus. D'invisibles mares coassent. Claude irait les yeux fermés dans ces allées. Il semble que les arbres le reconnaissent et s'écartent, pour ne pas heurter ce front si souvent appuyé naguère contre leur écorce. La pierre de la terrasse est tiède encore aux mains. Par instants, les ramures d'un seul élan frémissent. Claude, au milieu de ses frères immobiles, demeure attaché au sol, face au long pays muet, où le grondement du train s'éloigne. Ah, si les battements de son cœur pouvaient se régler sur les constellations sereines, qui ne dévient jamais de leur route. Mais sa sœur n'était-elle pas plutôt l'une de ces étoiles errantes que ses yeux d'enfant cherchaient aux nuits de 15 août, et dont la course est si brève, qu'avant qu'il ait eu le temps d'exprimer un vœu, elle s'était déjà perdue à jamais dans la dormante immobilité de l'azur. Fin du chapitre. Chapitre 2. Le château de Lure est l'une de ces basses et longues maisons girondines, que dans le pays l'on nomme communément chartreuses. Le défunt marquis y avait ajouté un pavillon à toit d'ardoise, où il installa sa bibliothèque, reste encore magnifique de celle qu'avait réunie son aïeul vers 1750. Au nord, un perron arrondi, construit sous Louis XVI, laisse entre ses pierres déjetées fleurir les résédas. Une rangée de tilleuls, demeurée grêle à cause des vents d'équinoxe, sépare la maison d'une longue prairie en pente. Au-delà, le pays de Benogue, l'entre-deux-mers, renfle ses douces collines rapprochées, striées de vignobles rectilignes, et où les touffes isolées des ormeaux prennent une valeur singulière à cause de leur rareté. Au midi, deux ailes dont l'une est l'orangerie et l'autre les chais avec le logement des Favreaux, limitent une cour étroite, où l'hiver même demeure si tiède, qui fleurissent les mimosas. Deux murs bas, surmontés chacun d'une colonne que devaient couronner jadis les attributs sylvestres et réunis par un portail de lierre centenaire, séparent la cour des Charmilles, qui sont la gloire de Lure. Une large nef centrale et deux nefs latérales aboutissent à une longue terrasse où la vallée de la Garonne se déploie. Un pavillon octogonal, à demi ruiné, flanque à l'ouest cette terrasse. Le parquet à rosaces se soulève, les boiseries rongées par l'humidité tombent. Des râteaux, des pelles, des arrosoirs hors d'usage y sont confondus du côté de l'ouest, d'épais massifs de chênes, de hêtres et de marronniers où des allées savamment tracées tournent et s'enchevêtrent, bornent ce qui dans Lure est concédé à l'agrément, au-delà s'étendent les vignes luxuriantes, épaisses dans la lumière et la torpeur de juillet. Seules les dominent à l'horizon les trois croix du calvaire de Viridis à l'est des Charmilles, toujours face au point de vue, un verger offre au soleil les fruits qui, par instants, tombent et s'écrasent sur le sol durci. Claude, dès 6 heures, est au jardin, son père lui laisse une journée de repos. Il va savourer chaque minute couchée sur le domaine argileux, sur la terre grasse, que les 4 bœufs péniblement défoncent. Il resterait des heures à la terrasse devant cet horizon que depuis l'enfance il déchiffre sans lassitude, car les saisons, les jours, y laissent des empreintes diverses. Touchant le ciel, les landes apparaissent, lignes d'ombre immobiles et de silence, où l'on voit dans les soirs calmes, fulgurer de lointains orages et des incendies souffrer le ciel. À l'heure de la sieste, Claude, qui a la clé de la bibliothèque, ouvre la petite porte du pavillon donnant sur la cour et monte par l'escalier de bois à la haute pièce qui, de ses 4 fenêtres, commande l'horizon. Une fraîcheur fade, une odeur de poussière et de moisie, mais une odeur surtout de vieux livres emplit le silence, ce silence effrayant des pièces où l'on n'entre jamais, qui demeure plongé dans la nuit, et garde au fort de l'été l'humidité glaciale de l'hiver. Claude ouvre les fenêtres à guillotine, pousse les pesants volets, tout l'après-midi emplit en une seconde cet espace clos depuis des mois, indifférent aux saisons, immuable dans sa nuit, avec sa cargaison de philosophie, de poèmes. Claude a vécu là d'innombrables journées d'été, il s'est gorgé de lecture, personne que lui n'aimait cet asile. Une table grossière, un divan de cuir qui perd son crin, un escabeau pour atteindre aux dernières étagères, c'est tout l'ameublement. Le marquis de Lure ne lisait rien,
hors le catalogue du chasseur français de la manufacture d'amis de Saint-Étienne. Claude songe que les nouveaux maîtres auront sans doute plus de goût pour son refuge. Un jeune homme, une jeune fille, que feront-ils à Lure s'ils ne lisent pas? Il sait qu'Édouard Dupont-Gunther s'occupe de peinture, en amateur, selon M. Garros. Claude se rappelle que ce sont des protestants. Il les imagine obligés par le libre examen à recréer sans cesse pour eux-mêmes la vérité, à chercher indéfiniment, à travers les livres, une règle de conduite. Ce paradis peut-être lui sera fermé, et sans doute cela vaut mieux ainsi, la terre devra lui suffire. Il faut qu'il apprenne à ne plus rien déchiffrer, que les horizons où s'inscrivent le mauvais temps et les signes des constellations. Pourtant, de même que la cuisine fumeuse restitue à Claude son enfance, ici, sur ce divan poussiéreux et frais, c'est son adolescence, c'est l'aube de son adolescence qui surgit telle qu'il la porte encore en lui. Heure triste et bénie, où il acceptait d'un cœur inquiet le péché des mauvaises lectures. Il se souvient autour du pavillon, l'out flambait sur les vignes oppressées, et les cigales n'étaient que la plainte monotone des végétaux mourant de soif. Des bourdons ivres se cognaient au plafond. Des volets clos jaillissaient une flèche fulgurante de feu qui tremblait, comme fichée au plus épais de l'ombre. Il se rappelle un jour quel était ce livre. Le premier volume des Mémoires d'Outre-Tombe, qui le rendait conscient de son adolescence, il se sentait avoir 16 ans. La même sylphide, qui enchantait François-René de Chateaubriand, troublait le cœur de l'enfant campagnard, défendu contre la canicule, dans cette bibliothèque déserte et froide. Au miroir bas d'un trumeau, Claude se reconnaît presque pareil au fort garçon qui révéla naguère. Il y appuya son visage brûlant de sang, les paumes humides de ses mains. Est-ce du fond de son passé, ou des jours qui vont venir que monte et l'envahit, cette ardeur mélancolique? Dernier adieu de son adolescence finissante, ou bien souffle brûlant qu'à l'approche d'une terre inconnue, les matelots reçoivent en plein visage? Quelle chose le menace ici? Il s'arrache au divan, descend l'escalier intérieur qui le conduit au premier étage du château. Sur le long corridor voûté, les chambres muettes attendent et redoutent l'arrivée des maîtres inconnus. Les trumeaux, les étranges verres d'eau de couleur tendre, l'odeur des vieilles cretonnes, lui faisaient éprouver des sensations autrefois familières à des personnes mortes. Au rez-de-chaussée, on avait commencé d'aérer le salon et la salle à manger, que sépare le hall, où est le billard. Une fille balayait, tandis qu'une forte dame brune donnait d'une voix de contralto des ordres contradictoires. Claude s'arrêta interdit, et la dame choisit, parmi les breloques étalées sur son ventre, un face-à-main décaillé, qu'elle braqua comme une arme à feu. « Qu'est-ce que tu viens faire ici, mon bonhomme ? » ?»« Madame, je suis le fils de l'homme d'affaires, je demande pardon à Madame J'étais, sous le défunt marquis, chargé de la bibliothèque. Je venais voir, si tout en était en ordre. »« Tu es le petit séminariste ?» Elle montra, dans un sourire, des horrifications alternées. Une veine bleue se dessina sur son front mat, où 2 accroche-cœurs, comme tracés au pinceau, témoignaient de la conscience qu'avait la dame de son type espagnol. Alors on a trouvé le régime de la Sainte Maison un peu austère, hein? 3 de ses mentons, écrasés contre sa poitrine, elle considère le jeune homme en dessous, avec complaisance. Puis, d'un geste mutin, elle croise les mains derrière le dos, tend sa croupe et familièrement. « Vous m'avez l'air de n'avoir pas froid aux yeux, vieux. » Claude s'étonne et pense que cette virago devrait, selon le précepte, arracher son œil droit et même son œil gauche. « Vous vous demandez qui je suis, oui ? Apprenez à connaître Madame Gonzalez, dame de compagnie de Mademoiselle May Dupont-Gunther. Vous n'en revenez pas, mon ami, de voir une dame de ma sorte dans cette position subalterne ? » Et vite, comme si elle avait hâte que son interlocuteur ne se fît pas plus longtemps une fausse idée touchant l'importance sociale d'une Gonzalez, elle l'avertit que, fille d'un grand d'Espagne, et veuve d'un important banquier de Rayonne, elle fut obligée de gagner son pain. Madame Gonzalez s'exprimait avec abondance, avec une loquacité voluptueuse,
Comme une bavarde qui depuis 2 jours n'avait personne à qui parler, elle mettait dans son discours la complaisance d'une dame de qui la manie est d'éblouir les gens par la peinture de ses splendeurs passées, et de les attendrir par l'étalage de ses misères présentes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.